Le père de Tintin, Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, nous a laissé 23 albums, dont 1 million d'exemplaires en langue française sont toujours vendus chaque année dans l'Hexagone. Dépassant les frontières, ces albums ont été traduits en 77 langues, faisant ainsi connaître l'image et les aventures de son héros à travers toute la planète. C'est à partir d'esquisses et de crayonnés accompagnés de dialogues, tenant plus du brouillon laissé à l'état d'ébauche que d'un véritable épisode de saga, qu'il initiait les aventures de son héros. Quand on voit les couvertures des 23 albums, on se rend compte à quel point Hergé était un maître, tant il nous donnait envie de lire ce qu'il avait inventé. La couverture d'un album, c'est comme une affiche de film. Ça doit donner envie de lire ou d'entrer dans la salle. Hergé l'avait bien compris. Chacune de ces couvertures est une promesse d'aventure, de danger, de menace, de situations périlleuses ou d'exotisme. Par son art du dessin et sa science de la narration, il a donné à la bande dessinée européenne ses lettres de noblesse. Tintophile depuis l'enfance, le réalisateur de films Patrice Lecomte a rédigé un très personnel abécédaire des personnages présents dans les albums de Tintin. Commençons par la lettre A. Il y a Abdallah. Abdallah, qui est pour son père un petit oiseau des îles, un chérubin en sucre, mais est désespérant. On a beau lui faire des remontrances, il n'en fera toujours qu'à sa tête. Ce garnement incontrôlable, ce gamin turbulent, cet anarchiste enfantin, on l'aime bien quand même, justement parce qu'il est arrogant et qu'il ne respecte pas le monde des adultes. Pour B, il y a Bijou, auquel on peut associer tout de suite le C de Castafiore. La Castafiore ne serait pas la Castafiore si elle n'avait pas ses bijoux, ceux qu'elle porte avec fierté et ceux qu'elle chante grâce au Faust de Gounod. Ce qui est étrange, c'est que la Castafiore semble n'avoir que ce titre à son répertoire, qu'elle chante avec une voix absolue et dévastatrice. Elle vient de la Scala de Milan, c'est du moins ce qu'elle affirme, avec aplomb. On ne saura pas si la Castafiore chante juste, mais au moins, on sait qu'elle chante fort. Pour la lettre D, bien sûr, il y a les inoubliables Dupont. Les Dupont ne se différencient que par leur terminaison, un D pour l'un, un T pour l'autre. Mais autre différence, beaucoup plus graphique, la moustache qui est tombante chez les Dupont avec un D, un tantinet plus relevé en coin chez Dupont avec un T. Est-ce que l'un est plus raisonnable, plus intelligent, plus pragmatique, plus drôle, plus quelque chose que l'autre? Non, même pas. Ils sont un binôme parfait, une photocopie idéale, un copier-coller exemplaire, si ce n'était bien sûr cet anodin détail de la moustache. E comme ennemi. On peut dénombrer dans tous les albums une cohorte de malfaisants qui veulent la peau de Tintin. Ah, ils sont nombreux les ennemis, les fiévreux, les sans scrupules. Alan, les frères Loiseau, Chiquito, Crospel, Rastapopoulos, le docteur Muller. Hitchcock disait « Plus est réussi le méchant, et plus est réussi le film ». Ensuite, il y a G comme grand tableau. Les milliers de cases des albums de Tintin exigent beaucoup de rigueur, de minutie, de précision, en s'assurant de mettre un point d'orgue à la fin de chaque page. Mais ce n'est rien comparé au grand tableau dessiné par Hergé, avec des dizaines de personnages, fourmillant de détails précis, montrant des situations cocasses, donnant vie à l'image. Les deux albums Lune, eux, sont saisissants de modernité.
Quand on sait qu'ils sont parus respectivement en 1953 et 1954, à une époque où, à part Méliès et Jules Verne, personne ne pouvait penser qu'un jour on marcherait sur la Lune. La lettre H comme Haddock. Son prénom, Archibald. Son patronyme, Haddock. Il est quand même curieux qu'un capitaine porte le nom d'un poisson. Mais ce qui nous a toujours enchantés, c'est un peu son côté Olivier de Kersauzon, c'est-à-dire un type qui n'est heureux que sur l'eau, alors qu'il n'en boit jamais. Il ne cache pas son penchant pour un vocabulaire coloré qu'il utilise. Ce qui est bien avec ces insultes, c'est que certaines sont mystérieuses et elles nous incitent à faire des recherches. Quoique, quelquefois, il trouve plus fort que lui, et il ne sait même pas quoi répondre. Et puis, il y a ce château de Moulinsart qu'il acquiert et qui lui donne une sorte de respectabilité. Copié, on le sait, sur le château de Cheverny, mais amputé de ses deux ailes, cette demeure imposante en impose. Alors, Haddock devient châtelain, s'habille en conséquence, veston croisé et pochette assortie, raffinement jusqu'à porter un monocle, mais reste quand même toujours prêt à reprendre son sac pour embarquer. À la lettre M, il y a Milou. Fox terrier à poil dur, Milou nous a toujours semblé fort sympathique. Mais plus fort, c'est que Milou est un chien qui parle, et ça nous épate. On voit souvent dans la rue des maîtres et des maîtresses parler à leur chien, espérant secrètement que ce dernier finisse par leur répondre. Milou a droit à ses aventures, mais possède une conscience et doit juger rapidement entre le bien et le mal. Il n'aboie que très peu, et plutôt à bon escient, ne se met que très rarement en colère, et sauf parfois des situations désespérées. Bref, disons que c'est un chien idéal. À la lettre R, il y a requin. La faune de tous les albums est impressionnante, mais il est un animal qui retient notre attention, le requin. Il nage, il rôde, menace dans plusieurs aventures, à croire qu'Hergé aimait à dessiner les requins. Celui qui est inattendu, mais reste le plus émouvant, c'est le requin mécanique construit par Tournesol dans le trésor de Rackham le Rouge. À la lettre T, il y a bien sûr Tournesol. Le tournesol est une plante qui se tourne vers le soleil dès qu'elle le peut, et notre ami Tournesol, lui, pour devenir un tournesol auditif, se tourne vers son interlocuteur pour tenter de comprendre ce qu'on lui dit, soutient des conversations qui, en raison de sa surdité, deviennent vraiment surréalistes. Il répond toujours à côté de la plaque à des questions essentielles. Il préfère des vérités absurdes, et c'est pour cela qu'il est infiniment attachant. Sa moustache et sa barbichette se hérissent, alors vibrantes et hirsutes, on sent bien que dans ces moments-là, Tournesol est capable de tout, et qu'il faut mieux ne pas le contredire. Pour nous, Tournesol reste un martien, et c'est pour cela qu'on l'aime bien. À la lettre W, il y a malgré tout un W incontournable, emblématique, c'est celui de whisky. Nous ne sommes jamais formalisés de voir le capitaine siroter volontiers cet alcool à 40 degrés. En plus, il n'est jamais vraiment saoul, juste un peu éméché. Et ce qui est remarquable, c'est que Tintin ne fait jamais la morale au capitaine, quels que soient les débordements et les déraillements de ce dernier. Hergé était quand même rudement gonflé de mettre en scène un personnage à ce point accroché au mal. Oserait-il encore le faire aujourd'hui ? En conclusion, avec cet abécédaire non exhaustif, Patrice Lecomte nous a raconté de façon purement subjective et avec humour son attachement à l'œuvre de Tintin. Il nous a donné l'envie de se replonger dans les albums de Hergé grâce aux diverses questions qu'il pose à la manière d'un enfant trop curieux. Hergé a donné à ce genre de bande dessinée ses lettres de noblesse.
Avec les aventures de Tintin, il a réalisé un chef-d'œuvre qui repose sur un équilibre parfait entre dialogue et action, réalisme et caricature, comique et suspense, spontanéité et exactitude. Tintin a la chance, lui, de ne pas vieillir, et c'est peut-être pour cela qu'il ne nous a jamais quittés.